C'est un rendez-vous important de décryptage que l'on vous propose aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Les décrypteurs proposés par France Assureur. Nous sommes d'abord avec la présidente de France Assureur, Florence Lussmann. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir avec vos équipes et de nous proposer ce rendez-vous qui va être précieux pour chacun et chacune d'entre nous avec vos invités. Cécile Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Bernard Sananès. Bonjour Bernard. Bonjour. Et bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette séance de décryptage. Évidemment, dans une complexité énorme dans cette actualité, la crise géopolitique que l'on connaît à l'Est, et en particulier du côté de la Russie, la crise pandémique, bien sûr, dont on n'est pas totalement sorti. Et pour autant, on a voulu prendre du recul sur les sujets du quotidien, parce que cette campagne électorale est en cours aujourd'hui, et les Français ont envie d'entendre parler certainement de relance et de souveraineté économique, de transition environnementale, mais aussi de protection sociale. C'est ce dont on va parler, c'est votre regard qui va être important sur les sujets. Mais d'abord, Florence Lussmann, pourquoi proposer ces thématiques à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui? Nous avons écouté les Français. Et les sujets qui préoccupent les Français sont les sujets, de notre point de vue, qui doivent être débattus dans cette campagne électorale. Oui. En plus, ce sont des sujets sur lesquels nous pouvons contribuer, nous, assureurs, puisque par nos contrats, par notre activité, nous sommes tous les jours au plus près des Français. Alors ces thèmes, quels sont-ils? Eh bien, il y a d'abord l'enjeu de la protection sociale. Oui. Il y a ensuite l'enjeu de la transition environnementale et sociale. Et puis, il y a tous les enjeux qui sont liés à la relance et à la souveraineté économique. Et on va parler de ça justement avec nos invités. Qu'est-ce qu'ils disent les Français d'ailleurs? Bernard Sananès, j'aime bien à chaque fois vous présenter comme un médecin qui nous fait la visite médicale en fait des Français. Et c'est pas simple avec notre peuple certainement. Qu'est-ce qu'ils disent de leurs préoccupations sur ces sujets pendant cette campagne? Il y a une préoccupation qui s'installe depuis plusieurs mois en tête de celle des Français, c'est la préoccupation du pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la fracture française dont on parle souvent, on dit qu'il y a beaucoup de fractures, mais la plus importante de ces fractures, c'est la fracture de fin de mois. Vous avez 4 Français sur 10 qui ne bouclent pas leur fin de mois sereinement, 6 Français sur 10 à l'inverse, qui profitent, mais qui n'arrivent pas, par exemple, pour 4 sur 10 à épargner. Donc on le voit bien, cette pression du pouvoir d'achat, elle pèse fortement. Deuxièmement, les questions environnementales. C'est intéressant de se projeter un peu en arrière. Au moment du début de la crise Covid, beaucoup de gens ont dit, mais vous allez voir, la crise Covid va remiser à plus tard l'urgence environnementale. Il n'en est rien. Chez les Français, pour 8 Français sur 10, il y a urgence à agir en matière environnementale et ça n'a pas changé avec le Covid. Au contraire, le lien entre santé et environnement s'est fait de manière encore plus présente, encore plus forte. J'ajouterais même santé, environnement, alimentation. C'est un triptyque qui explique beaucoup de choses. Et puis, le troisième thème que Florence Lussmann vient d'évoquer, c'est celui de la protection sociale. Dans un moment d'incertitude, d'inquiétude, vous l'avez évoqué Nicolas, évidemment, les Français sont inquiets d'une forme de précarité sociale et sont inquiets sur la pérennité de ce modèle social auquel on est tous très attachés. Donc oui, ces questions sociales, qu'elles concernent la retraite, qu'elles concernent le vieillissement, qu'elles concernent bien sûr la santé, sont au cœur de leurs préoccupations. C'est au cœur de leurs préoccupations. Est-ce que c'est d'ailleurs au cœur des préoccupations des candidats, des politiques? Est-ce que vous trouvez que dans cette campagne, on a le temps, on a pris le temps de les prendre à bras le corps, ces sujets? Bon, cette campagne, elle est un peu particulière, évidemment. Disons-le. Le sujet du pouvoir d'achat n'a pas été absent des premières semaines de campagne. Il a été plutôt avec des propositions différentes évoquées par les candidats. C'est vrai que la question environnementale, paradoxalement, qui n'a jamais été aussi forte, a plus de mal à émerger dans cette campagne. Les sujets de protection sociale, je parle là sous les spécialistes que vous êtes, pour l'instant, n'ont pas beaucoup éclaté. Un peu la question de santé, on le voit sur les sujets de prévention, d'accès aux soins, mais par exemple, le grand sujet du vieillissement et de la dépendance n'a été abordé que parce qu'il y a eu ce livre des Fossoyeurs qui a mis le sujet à l'ordre du jour. Oui, sinon, on n'en parlait pas beaucoup. On va y revenir. Justement, le premier sujet que vous évoquiez, c'est notamment la transition environnementale. Cécile Maisonneuve, vous êtes la spécialiste sur le sujet et merci d'être notre invitée pour nous éclairer là-dessus. Quels vont être les impacts sur le quotidien des Français, des sujets que vous gérez vous au quotidien et que vous étudiez au quotidien? Peut-être que justement, le quotidien ne sera plus ce qu'on avait l'habitude qu'il soit. Oui. La notion même de quotidien va se trouver transformée. Parce que la transition environnementale, c'est de l'incertitude.
Et de ce point de vue-là, il va falloir intégrer l'incertitude dans notre quotidien. Alors vous me direz, on le fait depuis 2 ans avec la pandémie. Et pourquoi ça va transformer notre quotidien? Parce que dans les sujets environnementaux, alors vous savez que la question, c'est comment on va réduire nos émissions, c'est-à-dire ce que les experts appellent mitigation, mais il y a aussi l'adaptation, ce que montre très bien le récent rapport du GIEC sorti fin février. Et s'adapter, très concrètement, ça veut dire qu'il va falloir adapter tout un tas d'infrastructures, par exemple des réseaux dont on a l'habitude qui fonctionnent parfaitement, les réseaux d'acheminement de l'électricité, du gaz, de l'eau, eh bien, ils vont être fortement impactés par la transformation du climat et notamment par des épisodes soit de sécheresse extrême, soit de températures très élevées, soit d'inondations. Donc ces réseaux-là, on va redécouvrir qu'ils sont notre trésor et ce qui nous permet finalement de vivre normalement au quotidien. En plus d'être impacté par la crise géopolitique, évidemment. Exactement. Alors justement, le deuxième effet, ça va être de redécouvrir qu'au-delà de tous ces flux, ce qui circule dans ces réseaux, il va falloir réapprendre à stocker parce qu'on a vécu dans une économie des flux pendant les 30 dernières années. Aujourd'hui, il faut assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique en matières premières, alimentaires, Bernard Sananès vient de le rappeler. Et donc, on va redécouvrir finalement cette notion de stock qui est très étroitement liée d'ailleurs à la notion de réindustrialisation et de souveraineté économique qui a été abordée. Et puis, troisième effet, c'est sur la qualité de vie. Et de ce point de vue-là, effectivement, ce que les Français ont compris, c'est que la santé de la planète et la santé des humains, ce sont 2 choses qui vont totalement dans le même sens. Et par exemple, pour donner un exemple très très concret, aujourd'hui, vivre en centre-ville, les prix sont plus élevés, c'est plus recherché. Mais demain, en centre-ville, c'est là qu'il fera le plus chaud. Pensons aux derniers épisodes de chaleur extrême dans nos métropoles, à Lyon, à Paris. Vous aviez une différence de 5 à 8 degrés entre les places du centre et les parcs environnants. Et donc demain, la qualité de vie en ville, peut-être va-t-elle se définir autrement. Peut-être que ce sera considéré comme de meilleure qualité de vivre en dehors des zones très très denses. On a des villes très denses en France, on a su faire de la densité efficace. Et donc c'est tout ça qui va se transformer sous l'effet de cette transition. Et tout ça, vous le savez, Florence Lussmann, avec celles et ceux que vous représentez ici, les assureurs, parce que vous êtes une vigie de ce qui va se passer dans 10, 20, 50 ans, voire le siècle à venir. Comment est-ce que vous anticipez ces enjeux et comment d'ores et déjà vous préparez à nous accompagner encore mieux ? Alors nous sommes effectivement aux avant-postes de ce réchauffement climatique, ne serait-ce que parce que nous assurons les catastrophes naturelles. Nous sommes au plus près des victimes, qui sont aussi des victimes humaines, hein, pas que des dommages matériels dans ces grandes catastrophes. Et depuis des décennies, nous étudions ces phénomènes. Et je crois que ce que vous avez dit est très important. Il faut continuer à les étudier. Tout ça bouge énormément. Il y a des tendances, évidemment, qui sont faux jour. Nous, on projette l'augmentation, un doublement du coût de ces catastrophes naturelles sur les 30 prochaines années. Et on a toute une série de propositions que je vous propose de retrouver dans notre livre blanc sur notre site internet franceassureur.fr. Oui. Mais la première de nos propositions, c'est déjà effectivement de mieux étudier ces phénomènes, de les cartographier pour pouvoir ensuite gérer les risques. Il faut d'abord les étudier et en particulier, il y a un risque qui se développe énormément, qui est le risque de sécheresse. On pense beaucoup aux inondations, c'est évidemment catastrophique et c'est très visible, mais le risque de sécheresse est un risque qui augmente très fortement en France. Le deuxième grand volet, c'est de mieux mobiliser les Français, nos concitoyens, alors que ce soit les Français individuellement, les collectivités locales, les entreprises. Il faut que tout le monde se prépare beaucoup mieux à gérer et à interagir avec ce réchauffement climatique. Quelques exemples, on pourrait faire comme au Japon, des journées à la japonaise, alors qui sont organisées localement. C'est-à-dire que localement, on est quand même plus susceptible d'être soumis à tel type de risque, une inondation ou au contraire un phénomène de submersion, etc. Donc préparer la population pour qu'ils aient les bons réflexes ou éviter en tout cas qu'ils aient de mauvais réflexes. Les communes, par exemple, il y a plus de la moitié des communes qui sont à risque environnemental et qui n'ont pas de plan de sauvegarde. Les entreprises également intègrent assez peu dans leur cartographie des risques ce risque environnemental. Donc on peut encore faire beaucoup
pour gérer les risques qui naissent de ce réchauffement climatique. Avant de parler du coût économique avec Jean-Hervé Lorenzi dans un instant, juste, on parle là de prévention. Est-ce que les Français, en fait, ont des attentes particulières en matière de prévention ? En tout cas, elle ne s'exprime pas fortement. Pourquoi ? Et là, je fais écho à ce que François Husmann vient de dire, parce que c'est vrai que la prévention, c'est un peu un grand absent, c'est un peu un angle mort du débat. On n'en entend pas souvent parler, alors que c'est un enjeu premier, prioritaire. Et c'est vrai qu'il y a, je parle sous votre contrôle, des pays qui sont beaucoup plus en avance sur ces questions-là. Donc ce sujet de la prévention m'amène par ailleurs à une autre remarque. En matière d'environnement, comme dans d'autres sujets de la société, les Français ne croient pas au sauveur suprême. Ils ne pensent pas que l'État va tout arranger ou que les collectivités locales toutes seules pourraient faire. Ils attendent beaucoup des entreprises, mais ils attendent un rôle différent de l'État, un État qui impulse, qui ne fait pas tout. La crise sanitaire a montré qu'il ne faisait pas tout bien. Et il y a un triptyque là-dessus, État, entreprise, collectivité locale, et on attend que ces acteurs fonctionnent différemment. On parle dans nos métiers d'un écosystème, mais c'est vrai que c'est une perception qui est de se dire que ce n'est pas l'État contre les entreprises ou l'État contre les collectivités locales ou à leur place, c'est un État qui arrive à impulser le rôle d'acteurs différents. Et on voit ça sur l'environnement, on voit ça sur d'autres sujets. On est un peu attentiste en tant que citoyen, parfois on attend que ce soit les autres qui le fassent pour nous ou... Oui, mais il y a beaucoup d'initiatives dans ce pays. Il faut aussi être dans le contexte, c'est difficile, mais il faut aussi rester optimiste. Quand on voit notamment les initiatives locales, prises, je parle sous votre contrôle aussi, en matière d'environnement, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Ce qui bouge va nous amener évidemment certainement un changement de modèle économique. Avec quels moyens, quels coûts, notamment quand on parle de décarbonation? C'est quoi le coût économique de ces belles ambitions? Permettez-moi d'abord de revenir un instant sur cette période incroyable que l'on est en train de vivre et qui n'est pas liée uniquement à des aspects géostratégiques. Il n'y avait pas de débat économique. Il ne peut pas y avoir de débat économique. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a quand même une période avant l'affaire ukrainienne qui était partie sur sécurité, immigration. Oui. Et inlassablement, sécurité, immigration, sécurité, problèmes qui sont légitimes à évoquer, mais on ne peut pas considérer que l'histoire de notre pays se limite aux problèmes de sécurité et d'immigration. Alors pourquoi il ne pouvait pas y avoir de débat? Parce qu'on est plongé dans une incertitude absolue. Oui. Sur à la fois l'évolution économique que nous allons connaître, je vais en dire un mot, et deux, sur les problèmes de transition environnementale qui sont à la fois une exigence totale, et moi je suis vraiment convaincu que ce sont les acteurs et notamment les assureurs qui vont jouer un rôle majeur, mais entre nous, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que youpla boum, on y va. Donc, d'abord, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir de débat économique? Tout simplement parce que la vraie question, c'est quand est-ce que je passe du quoi qu'il en coûte au problème de il faut qu'on soit raisonnable, la dette, le ceci, les équilibres. Il n'y a pas un candidat qui sait à quel moment ceci doit avoir lieu. Je veux dire, on est en plein quoi qu'il en coûte. Les événements géostratégiques et la terrible situation dans laquelle on est vont évidemment accroître, peut-être pas les processus inflationnistes, mais la hausse des prix, évidemment. Oui. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour le découvrir. Et donc, la question, c'est si on veut éviter de rentrer dans un processus inflationniste, c'est-à-dire une course en permanence entre la hausse des prix et la hausse des revenus, des salaires notamment, il faut compenser. Et c'est évidemment le quoi qu'il en coûte qui va compenser. Il n'y a pas d'autre solution. Sauf que dans ce quoi qu'il en coûte, dans ces préoccupations dont vous parlez, j'entends pas parler du coût économique de cette décarbonation qui va être nécessaire, alors, mais on a l'impression que ce n'est pas une priorité. Deuxième sujet. Premier sujet, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que il faut être modeste, être lucide, être très positif. Oui. C'est pour ça que je me sens très à l'aise dans cette table ronde. Oui. Comment est-ce qu'on peut essayer de traiter les sujets qui sont un peu comme... qui sont uniques. Moi, j'ai 40 ans que je fais de l'économie, je n'ai jamais été dans une situation aussi compliquée que celle-là. Maintenant, sur la décarbonation, évidemment qu'il faut se concentrer comme des... J'allais dire comme des malades, c'est pas... comme des êtres positifs sur ce thème-là. Mais en fait,
Tout le monde sait que la décarbonation pose un problème géant. Moi, pour la préparation des rencontres d'Aix, j'ai vu toute une série de dirigeants. Et notamment, je suis heureux de me dire que, pas tellement dans le CAC 40, mais en dessous, il y a beaucoup de femmes qui deviennent patrons. Et je veux vous dire, on a l'impression d'avoir un peu plus parfois de bon sens. Enfin. Et c'était extraordinaire. Que ce soit la patronne de Nexity, que ce soit la patronne de Keolis, que ce soit la patronne d'Enedis, que ce soit chacune dise, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point tout ça, ou des ramettes, tout ça est devant nous, des coûts énormes. Alors nous, les économistes, qui faisons toujours des prévisions qui se révèlent très souvent justes, et parfois, il y a quelques... C'est un peu comme les sondages. Oui, vous vous sentez moins seul tout d'un coup, Bernard. On a ce chiffre qu'il faut investir 4% du PIB. 4% du PIB, ça fait beaucoup, 4% du PIB. Investissement nécessaire, et on y reviendra. Mais ça, c'est avant, je veux dire, les problèmes auxquels on est confronté. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en termes très concrets. Je vous laisse terminer là-dessus. Oui, je sais que je suis un peu long, mais c'est comme ça. Je vous confirme. C'est d'abord transformer assez profondément nos logements. C'est absolument géant ce qu'il faut faire, etc., etc. Et chaque fois, c'est 100 milliards. Et quelqu'un a dit l'autre jour, à moins de 100 milliards, tu n'as plus rien. C'est vrai. Quand même, ça veut te donner l'ordre de grandeur. Ça appelle de nouveaux modèles économiques, finalement, ce dont on parle. Je vais rebondir sur ce que disait Jean-Hervé, là, pour parler du logement, justement. Parce qu'on est dans une phase très intéressante où, en réalité, on est dans des modèles économiques anciens, mais déjà avec des coûts qui sont liés à la transition. Et donc, pour le moment, l'équation ne passe pas. Prenons l'exemple du logement. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France? On est en train d'instaurer le zéro artificialisation nette. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va arrêter de faire de l'étalement urbain, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette espèce de mythe de l'étalement urbain en France. Notre problème, ce n'est pas tellement l'étalement, c'est l'émiettement urbain. Notre problème, c'est qu'on fait un urbanisme en tache de léopard au lieu de le faire en tache d'huile, comme ça se fait dans les pays scandinaves. C'est une jolie formule. Oui. Donc la France léopard, elle nous coûte très cher. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Arrêter ça, donc zéro artificialisation nette, on dit on va réhabiliter des friches urbaines existantes pour arrêter de s'étaler. Le problème, c'est que le business model de la réhabilitation de friches existantes, pour l'instant, il n'est pas encore créé. Les professionnels ne savent pas forcément le faire. Et même si des professionnels, vous avez cité un promoteur qui s'y attaque, ça reste à inventer, le modèle économique. Donc on est dans cet espace de phase où les individus, notamment quand aujourd'hui vous faites construire votre maison, votre pavillon individuel, le pavillon individuel en périphérie, c'est un outil de promotion sociale des classes moyennes les moins favorisés. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils voient? Eux, ils disent pas quoi qu'il m'en coûte, ils disent combien ça coûte, et ça coûte de plus en plus cher. L'augmentation des prix l'an dernier de la construction et des matières premières s'est traduite par des impressionnantes augmentations de construction d'un pavillon individuel pour un Français moyen. Qu'est-ce qui vous fait réagir, Bernard Sananès? Deux choses. Un, effectivement, la question du logement, c'est d'ailleurs assez paradoxal. Hein. Quand on la pose comme ça dans les priorités des Français, ça apparaît très bas. Mais par contre, quand on pose les questions en matière de pouvoir d'achat, on voit bien qu'après l'alimentation, après l'énergie, c'est le poste sur lequel on voudrait pouvoir investir. Que l'on soit d'ailleurs propriétaire ou locataire, on constate qu'il y a un gros problème en matière de logement et une situation même qui se dégrade. Mon deuxième point sera sur la transition écologique. Quand on regarde un peu toutes les études qu'on a sur les Français, je vous l'ai dit, fait état bien sûr d'un constat partagé sur l'urgence à agir, mais il y a immédiatement derrière le sentiment que le modèle économique va devoir changer. Les Français sont très conscients, mais leur question, elle est double. La première, vous l'avez dit, c'est est-ce que ça ne va pas être une nouvelle fracture sociale ? Est-ce que finalement tout le monde a envie de monter à bord de cette transformation écologique? Est-ce que moi je vais pouvoir? Est-ce que je ne vais pas pouvoir? Ça, c'est la première chose. Et puis il y a un deuxième enjeu qui est un peu sous-estimé, je trouve, et qui est très important, y compris pour les entreprises, pour les acteurs professionnels. C'est beaucoup de gens nous disent j'aimerais bien en faire plus, mais c'est compliqué. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. On me dit que si je fais ça, ça a un impact positif, mais ça a aussi un impact négatif. Et donc je crois qu'il y a pour les entreprises, pour les secteurs professionnels, on a besoin d'être accompagnés dans cette transition écologique. Je réagis par rapport à ce que dit Bernard et d'abord la description et ce que Cécile a dit. C'est très important de bien piger ce que chacun pense. Je crois cependant que dans les
semaines, mois et années qui viennent, le problème du pouvoir d'achat sera vraiment absolument majeur. Donc ça va modifier le comportement. Quand on se dit on va augmenter le pouvoir d'achat de toutes ces fonctions dont on a vu qu'elles étaient majeures, les infirmières aussi, qui sont les profs, qui sont tout ça très très mal payés, mais comment on fait pour régler ce problème-là? Honnêtement, nos candidats ne sont pas non plus très à l'aise sur ce sujet-là. Florence Lussmann, ça vous concerne, vous les assureurs, finalement, ces sujets-là de croissance durable, de nouveaux modèles économiques? Alors bien sûr, et cette année, on a donné une réponse nouvelle. Je dirais depuis plusieurs années, et c'est maintenant bien reconnu que les assureurs ont été plutôt précurseurs sur ces dimensions-là, en particulier sur leur placement. 2700 milliards de placements, dont les 3/4 bénéficient déjà d'une analyse environnementale, sociétale, etc. Et cette année, à l'occasion de la COP26, on s'est dit, non mais, il faut qu'on aille un cran plus loin. Oui. Et nous, on a toujours deux jambes. En fait, notre première jambe, c'est d'assurer et donc de réparer. Donc, on passe notre temps, on gère 36 000 sinistres par jour. 36 000 par jour. 36 000 par jour. Et là, ça nous donne un énorme levier d'action sur le monde réel. Parce que on répare des voitures, on répare des bâtiments, on fait vivre, on aménage, on contribue à l'aménagement du territoire, puisqu'on fait intervenir des couvreurs, des plombiers, des maçons, etc. Et donc là, vous avez tout de suite compris, on a un levier d'action direct sur le monde réel, d'où les engagements qu'on a annoncés donc à l'occasion de cette COP26, de favoriser, par exemple, dans la réparation automobile, les pièces de réemploi qui sont issues de l'économie circulaire. Pour ce qui est des bâtiments, de favoriser la réparation plutôt que de les démolir et ensuite de repartir from scratch. Mais également de favoriser des filières entières de réparation durable. Et ça fait partie des grands enjeux. Je reviens sur ce que Cécile disait tout à l'heure. Donc, au plus près du terrain, localement, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de gens qui veulent faire, et comme vous le disiez, Bernard. Donc, il faut qu'on se mette tous ensemble et qu'on travaille pour monter ces filières qui assureront qu'effectivement, quand nous, on indemnise les sinistres, c'est-à-dire qu'on répare tout ce qui a été endommagé, eh bien, effectivement, on contribue positivement à une transition environnementale. Est-ce que vous m'amenez tout de suite sur l'autre thématique de cette rencontre de décryptage, Bernard Sananès, est-ce que finalement l'économie intéresse les Français? Est-ce que la relance économique les intéresse ou finalement on s'est habitué à vivre avec de la dette, en laissant faire des chèques un peu partout et nous sans s'y intéresser Vous savez, je crois que les Français sont très conscients. On dit souvent qu'ils ne connaissent pas l'économie, etc. Je crois que ce n'est pas vrai. Ils ne sont peut-être pas autant spécialistes que Jean-Hervé. Vous ne dites pas ça pour rassurer Gérard Lorenzi. Mais je vais vous donner un seul chiffre qui va tous nous rassurer. Il n'y a que 15% des Français qui pensent qu'on ne devra pas rembourser la dette. D'accord. Donc, même si les politiques n'en parlent pas, donc 85% sont conscients de ça. Sont conscients. Après, c'est pas quelque chose qu'on va faire de gaieté de cœur, évidemment, mais on sait bien que quand on a une dette, il faut la rembourser. Donc oui, les questions économiques sont toujours prioritaires, notamment, alors, sans faire de politique, mais quand on pose la question sur la crédibilité de telle ou telle personnalité, la dimension économique est extrêmement importante. C'est le deuxième point. C'est vrai que par contre, que l'angle économique de cette campagne est particulier. C'est sans doute, je parle là sous le contrôle de Jean-Hervé, la première fois depuis au moins 30 ans que quand on parle d'économie dans une campagne, on n'en parle pas sous l'angle du chômage. Et qu'on en parle sous l'angle du pouvoir d'achat, de la souveraineté également. Le chômage, c'est surprenant, oui. Parce que la situation de l'emploi s'est améliorée, il faut le dire, mais on le voit bien dans les thèmes d'inquiétude, de préoccupation des Français. C'est le pouvoir d'achat qui est devenu central pour la question économique. Et puis, il y a le thème de la souveraineté, qui là, c'est vrai, a été considérablement transformé dans l'opinion par la crise Covid. Ça n'a plus rien à voir. On avait un courant qui était minoritaire, incarné par une formation politique, mais qui était très largement minoritaire. On a aujourd'hui une aspiration à la souveraineté économique, industrielle, qui est, comme on dit, mainstream, qui est partagée par 8 Français sur 10, qui considèrent qu'il faut qu'on s'organise pour produire soit en France, soit au niveau européen, mais qu'il ne faut plus dépendre du reste du monde. Et donc les images là-dessus des masques bloqués sur les tarmacs ont évidemment contribué à ça. Les
sûr. les risques de pénurie de médicaments aussi. Et on le voit bien avec la crise ukrainienne, les premières enquêtes que nous réalisons, il y a une double inquiétude. Inquiétude sur les conséquences et répercussions en matière de pouvoir d'achat et inquiétude également sur les pénuries. Jean-Hervé Lorenzi, quels sont les leviers d'action justement en ce qui concerne le pouvoir d'achat? Parce qu'il ne fait pas bon être législateur en ce moment ou décideur politique, parce que comment est-ce que je fais dans ce contexte si compliqué pour avoir des moyens d'action sur le pouvoir d'achat? Deux choses, je crois. Il y a une variable qui est majeure dans l'histoire économique du monde, au moins dans les 2 derniers siècles, c'est la répartition salaire-profit. Alors moi, je ne suis pas du tout... Je pense que souvent on le pose binaire. Il s'agit de le faire évoluer. Mais dans tous les pays du monde, y compris en France, on verra que la répartition salaire-profit, elle va se modifier de manière plus favorable pour les salariés. Le contre-exemple incroyable, c'est le Japon, qui est ce pays qui n'arrive pas à faire redémarrer sa croissance, tout simplement parce que sa répartition, ses profits, a plutôt tendance à se faire... Mais deuxième sujet, c'est la prise en charge par l'État, parce que le coût à coup d'en coûte va durer. Je rappelle juste que quand on parle de dette, qui est, comme l'a dit Bernard, en réalité, les Français sont très lucides sur beaucoup de sujets. On ne devient pas la 4e puissance économique du monde. Bien sûr. On ne l'est plus, mais on l'a été. On considère toujours que les Français sont débiles sur ces sujets. Évidemment, non. C'est une fausse... Mais le quoi qu'il en coûte, c'est un quoi qu'il en coûte à la fois... j'allais dire du privé, mais c'est un quoi qu'il en coûte de l'intervention publique. Alors c'est la prime pour l'emploi, c'est la baisse des... Enfin, il y a des tas de moyens d'essayer d'améliorer le dispositif. Et puis, il y a la dette privée qu'il faut ne jamais oublier, parce que la dette publique et la dette privée, on fait une frontière, mais enfin bon, j'ai pas le temps de développer, mais c'est quand même très très proche. Et la dette globale de la France, c'est pas 120% ou 115%, c'est 270, parce qu'on a 150% de dette privée. Et ces 150 privés, c'est vous, c'est moi, c'est l'achat de l'appartement, oui, c'est l'achat de la bagnole, c'est le crédit à la consommation, etc. Vous nous avez bien plombé le moral. Merci Jean-Hervé Lorenzi, parce que sur le sujet... Je suis un optimiste. Mais vous avez raison. Mais je dis juste que le territoire sur lequel on a à réfléchir est un territoire qui est en train d'évoluer de manière assez significative. Et je ne fais d'ailleurs que reprendre ce que Bernard a dit, qui lui est peut-être un peu pessimiste. Et c'est très précieux, merci de l'avoir dit, évidemment. Dans ces préoccupations-là économiques, il y a le poids, évidemment, des dépenses énergétiques. Est-ce que ces dépenses-là ne viennent pas, après toutes les autres, dans le portefeuille des Français ou dans les intentions des Français ? Alors, je vais peut-être continuer à vous plomber le moral, j'en suis désolée. Non, elles viennent pas après, elles sont fondamentales, hein, quand même, les Gilets jaunes l'ont montré, hein, on parlait du prix du carburant. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va pas baisser, les prix de l'énergie, hein. Il y a des causes à la fois conjoncturelles et structurelles. Les causes conjoncturelles, c'est du côté de la demande, la reprise post-Covid, donc qui a créé des fortes tensions sur les marchés gaziers notamment. Et puis, il y a évidemment la géopolitique, hein, on la vit au jour le jour, mais il y a aussi des causes structurelles. La première cause structurelle, c'est qu'on est en train de passer d'une économie qui est fondée sur les fossiles, où en gros, vous avez certes des investissements initiaux, mais vous avez surtout des investissements tout au long pour acheter le pétrole, le gaz, le charbon, à un nouveau système énergétique où vous avez des gros investissements en amont, sur des systèmes, comme on dit, très intenses en capitaux. Les renouvelables, le nucléaire, c'est beaucoup de capitaux. L'hydroélectricité pour ceux qui peuvent en faire. Et donc ça, il va falloir les faire, ces investissements. Et puis l'autre cause structurelle quand même, disons-le, de l'augmentation des prix de l'énergie, c'est qu'on a joué aux cigales les années passées. On a négligé quelque chose qu'on est en train de redécouvrir qui s'appelle la sécurité d'approvisionnement. Oui, bien sûr. On a considéré que voilà, eau et gaz à tous les étages, ça continuerait de marcher. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, le prix de la sécurité énergétique qu'on a négligé ces années passées, il va falloir le payer. On est en train de le payer aujourd'hui. Donc le sujet énergétique va rester dans l'actualité. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il croise totalement les deux sujets qui sont au cœur des préoccupations des Français, pouvoir d'achat, souveraineté. Donc, de ce point de vue-là, je retourne, c'est très positif. Évidemment. Parce que ça veut dire que les Français ont compris et sont prêts à faire ce qu'il faut pour construire ce système qui va nous permettre à la fois d'être plus vertueux sur le plan environnemental
et d'avoir les choses plus près de chez nous au lieu d'aller les chercher dans des géographies un petit peu compliquées. Bernard Sananès. Oui, et il a une traduction déjà dans l'évolution de l'opinion qui est sans doute, dans les 10 dernières années, une des évolutions les plus spectaculaires. C'est le mouvement qu'a fait l'opinion par rapport au nucléaire. Oui. On avait au moment, ce qui a conduit les politiques par exemple à fermer Fessenheim, une opinion qui était très réfractaire au nucléaire. Aujourd'hui, les Français ne sont pas pour le tout nucléaire, mais ils considèrent qu'il faut qu'il y ait un mix dans lequel le nucléaire a une part extrêmement importante parce qu'il répond notamment au sujet de souveraineté et de pouvoir d'achat dont on s'est parlé. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de grand mouvement quand le président de la République a annoncé son plan nucléaire. Non, mais l'opinion a bougé à une vitesse spectaculaire sous cette double contrainte et aussi parce que finalement l'enjeu de la décarbonation a rendu encore plus nécessaire, parce qu'il y a eu une pédagogie qui a été faite sur le sujet, a rendu encore plus nécessaire l'urgence de continuer sur le nucléaire. Cécile ? Et la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que ça, vous l'observez au niveau européen. Tout à fait. Alors, il y a un bastion qu'on va observer attentivement, c'est évidemment l'Allemagne, pour voir comment ils vont évoluer sur ce sujet. Mais je note une déclaration récente du ministre-président du Land de Bavière, État nucléaire s'il en est, qui est le premier à partir au feu en disant écoutez, il faut peut-être considérer cette Énergie 22, cette politique énergétique allemande que l'Allemagne suit depuis une vingtaine d'années, lancée par l'ex-chancelier Gerhard Schröder. Parce que le vrai sujet derrière tout ça, le risque, c'est la fracture sociale également. Oui, c'est la fracture sociale. Alors on parle de l'énergie, notamment sur l'enjeu du logement, mais bien sûr la question du carburant est extrêmement importante parce que cette fracture, on en parle de manière souvent macroéconomique et c'est très bien, mais de manière microéconomique, dans le quotidien des ménages, on voit bien l'impact que cela a sur les zones rurales où on se chauffe plus au fioul encore, où on a plus besoin de sa voiture, pas seulement pour aller travailler, mais pour aussi aller amener les enfants au foot le week-end ou au cinéma, parce que ça ne se passe pas comme à Paris, à Montpellier ou à Nantes en descendant dans le métro ou dans le tramway. Voilà. Et souvent, quand on parle de ces sujets de manière macroéconomique, on ne voit pas l'impact dans le quotidien des Français. On a aujourd'hui un Français sur 4 qui dit qu'il a du mal à payer ses factures régulièrement, 3 Français sur 10 qui nous disent qu'ils sont à découvert régulièrement tout au long de l'année. Quand ils sont à découvert, ils le sont le 18 du mois. Oui, bien sûr. Avant d'arriver à Florence Lussmann, juste une dernière réaction, Cécile Maisonneuve. Juste 2 chiffres qui, moi, m'ont frappé pour illustrer ce que vient de dire Bernard sur la fracture sociale et territoriale. La facture énergétique des ménages en octobre 2021 par rapport à décembre 2019, c'était plus 30 € quand on est parisien, plus 43 € quand on est habitant d'une zone rurale. Donc on voit là, il y a un risque aussi, absolument majeur de fracture territoriale. Florence Lussmann, on oublie souvent que vous êtes en fait des financeurs incontournables de l'économie. En fait, tous ces sujets vous concernent parce que derrière, c'est vous qui permettez une meilleure efficience et un meilleur financement. Alors c'est nous, mais c'est surtout les assurés, parce que c'est avec l'argent que les assurés nous confient que nous avons effectivement 2700 milliards d'actifs qui sont investis. Et qui sont investis où ? À 60% dans les entreprises. 2 fois plus que dans les dettes des États. Donc l'économie productive est essentiellement financée par les assureurs. Donc je dirais tous azimuts, y compris les infrastructures, les grosses infrastructures qu'il va falloir moderniser pour assurer cette transition écologique. Donc on est présent dans tous les compartiments de l'investissement, mais tout spécialement dans l'innovation. Là, on est vraiment incontournable. On est les principaux financeurs d'une initiative qui est l'initiative TIBI dans la tech en France. Quand même 3-4 milliards au service de la tech et qui commence à apporter des réponses par rapport à ces défis environnementaux ou énergétiques. Notre propre programme Relance Durable France, qui a été conseillé en particulier par un conseil scientifique dont Jean-Hervé a gentiment accepté de faire partie. Donc on est très conscient qu'avec cette épargne de long terme qui nous est confiée, les contrats d'assurance vie, c'est 12 ans en moyenne. Oui. Donc ça nous donne un rôle privilégié que nous assumons de financeurs de long terme de l'économie productive. Et vraiment, si j'ai un message à faire passer, c'est que nos concitoyens doivent être extrêmement fiers d'être assurés, puisque déjà, ils se protègent contre un risque, ils protègent aussi la société contre un risque. Et puis, avec l'argent qu'ils nous confient, eh bien,
nous faisons des investissements qui vont financer la croissance, l'emploi, l'innovation et donc aussi la transition écologique et énergétique. Jean-Hervé Lorenzi, l'épargne dont nous parle Florence Lussmann est essentielle, c'est un équilibre clé finalement dans l'économie. L'épargne, c'est ce qui permet, quand elle est bien employée, et c'est ce que vient de dire Florence, qui permet de financer la croissance. Alors, c'est là aussi, il y a un espèce d'équilibre qui doit être très subtil. On a vu que les Français ont beaucoup épargné, à ce moment-là, ils consomment un peu moins. L'économie, c'est quand même pas si simple que ça, quoi. Donc, il faut trouver sur tous les sujets à la fois une augmentation des rémunérations, mais à ce moment-là, ne pas y perdre en compétitivité, protéger les gens, mais ne pas que les dépenses publiques ou les dépenses de transfert ne soient pas j'allais dire négatives par rapport à la croissance, épargner et utiliser ça pour pouvoir investir, mais dans des conditions qui ne jouent pas trop sur la consommation. Donc tout ça est très important. Et c'est vrai que les assureurs, je ne le dis pas parce que nous sommes en décrypte dans une table ronde animée par l'assurance, mais c'est vital dans un pays. Il y a la célèbre formule qui dit toujours que New York a été créé par les assureurs. Je rajoute un dernier aspect par rapport à ce que Florence a dit. Moi, je suis convaincu, comme beaucoup d'économistes, qu'on rentre dans... Mais pas depuis 15 jours, hein, qu'on rentre dans une période très troublée parce que pour les gens qui ont un peu travaillé sur les crises, les sorties de crise sont toujours compliquées. Ça se passe. Alors là, il y a du pandémique, du social, du truc. Comment les mecs se remettent au travail, c'est très compliqué. Très compliqué. Et dans cette affaire-là, il y a l'idée que les assureurs aussi sont au cœur de ce qu'on appelle les pertes d'exploitation. Et les pertes d'exploitation, c'est un sujet qui est compliqué, parce que, comme ça a été dit il y a un an, où les assureurs ne peuvent pas prendre en charge tous les problèmes de la société française, mais il y a quand même une connaissance du milieu, de la réalité, de la structure économique de notre pays. C'est millions d'entreprises qui existent, et c'est ça qui, quand même, joue un rôle majeur dans le fonctionnement de nos sociétés. C'est un matelas confortable, peut-être le rôle des assureurs, les 2700 milliards d'investissements, mais c'est aussi prometteur pour les enjeux climatiques, notamment les enjeux énergétiques. Moi, ce que j'entends, un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot de long terme. Parce qu'en réalité, ce que vous décrivez et ce que vous connaissez par cœur dans le monde dans l'assurance, c'est le sujet du long terme. Il va falloir se réapproprier le sujet du long terme et pas se le réapproprier de manière, je vais dire, à la fois doloriste, punitive et angoissante. Il va falloir en faire un projet de société positif. Et de ce point de vue-là, moi je rebondis sur ce qu'on s'est dit. Quand on regarde ce qui se passe à niveau humain, au niveau du terrain, il y a une énergie et une envie, parce que ça c'est important, l'engagement que les Français ont envie d'avoir dans la transition, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Et c'est important pour un autre sujet, parce qu'il est important pour réduire les émissions, mais il est aussi important pour ce que vous avez décrit, à savoir l'adaptation. Ça s'appelle de la résilience. Et en fait, ce réservoir de résilience dans la société française, je pense, alors c'est surtout Bernard qui le sait, il est peut-être plus important qu'on ne le croit et peut-être qu'on devrait, je ne sais pas comment il est mesuré, mais est-ce qu'il n'y a pas un indice, une manière de calculer cette résilience de notre société et de développer cette culture de la résilience grâce à des spécialistes du long terme. Docteur Sananès. Alors, je n'ai pas l'indicateur, mais c'est une très bonne idée. C'est vrai que la société, elle est comme l'économie, elle est très complexe. Les Français sont complexes, ils sont parfois contradictoires, mais nous le sommes nous-mêmes. Et donc, il y a des grands moments, j'allais dire, de pessimisme. Par exemple, le pessimisme sur la société française. Quand on demande aux Français par rapport à la société française comment ils la voient plutôt négativement. Mais en revanche, quand ils voient leur sphère individuelle, c'est un regard extrêmement différent. Et dans cette sphère individuelle, ce n'est pas simplement moi et une forme d'égoïsme. On voit bien que la crise a redessiné aussi ce que nous, on a appelé chez Elab la France du premier cercle, la France du proche. C'est-à-dire des éléments que l'on a redécouverts finalement pendant la crise Covid, non pas simplement pour se replier, mais pour se recentrer. Parce qu'un certain nombre de choses nous sont apparues à nouveau comme essentielles. J'en cite 3, la santé,
évidemment, et donc ça porte derrière tous les enjeux de prévention, la famille, on a redécouvert également. Et puis le troisième, qui recoupe ce qu'on disait sur le logement, c'est le logement et le territoire. C'est ce sentiment un peu d'être dans un cocon protecteur qui nous protège, en tout cas on l'espère, des menaces du monde, qu'elles soient sanitaires, sécuritaires, environnementales ou militaires. Et vous êtes là à nos chevets tous les jours pour réagir, nous accompagner, nous protéger. À l'instant T, quand une catastrophe nous arrive, aussi petite ou importante soit-elle, mais aussi vous êtes là pour nous prémunir de plein de choses pour les années à venir. Qu'est-ce que vous proposez avec ce double rôle? Qu'est-ce que vous proposez en matière d'économie dans cette campagne? Qu'est-ce que vous aimeriez que le futur président de la République fasse pour aller plus loin et être encore plus efficient? Écoutez, moi en ce moment, je m'adresse aux candidats. Eh oui. Et je leur dis, quel que soit le candidat ou la candidate qui sortira des urnes, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ou elle devra faire face à cette montée des risques. C'est incontournable, on en a évoqué plusieurs dimensions autour de cette table, mais on pourrait penser également au vieillissement, etc. Et nous, assureurs, dans ce cadre-là, nous sommes des partenaires. On peut travailler, alors il y a certains risques, et tu l'as évoqué Jean-Hervé tout à l'heure, que l'assurance privée peut seule couvrir. Et puis il y a des risques dans lesquels, tu parlais des pertes d'exploitation, où on pourrait penser aux risques cyber, par exemple, dans lesquels il y a des limites aussi à la capacité de l'assurance et de la réassurance mondiale. Oui. Et donc dans ces cas-là, on peut imaginer de faire un petit peu comme on a fait sur le régime de catastrophe naturelle en France, qui est un superbe régime, qui est très très protecteur et que le monde entier nous envie, c'est de faire ce qu'on appelle des partenariats public-privé. Donc il y a plusieurs étages, et l'étage de base est assuré par l'assurance privée, etc. Et puis il y a quand même une limite, et au-delà d'un certain seuil, oui, effectivement, on revient à une garantie de l'État parce qu'on ne peut pas donner des garanties illimitées. On a vu avec la crise Covid qu'on arrivait à des montants qui dépasseraient de toute façon le total des fonds propres du secteur de l'assurance. Mais encore une fois, on doit nous voir comme des partenaires dans cette gestion des risques, parce que c'est ce qu'on fait depuis des années. Et ce qui est positif, parce qu'il faut quand même terminer sur une note positive, c'est qu'il y a énormément de domaines dans lesquels on peut encore faire beaucoup sous l'angle de la prévention. On a encore beaucoup de marge de manœuvre. Et pour faire le mieux possible la prévention et préparer le monde de demain, il y a évidemment l'investissement, d'où nos propositions, de s'appuyer sur ce superbe produit de confiance qui est l'assurance vie. On est, vous l'avez évoqué tout à l'heure Cécile, on est dans des crises qui font extrêmement peur à tous nos concitoyens et à juste titre, il y a un produit qui est le grand produit de confiance, qui est l'assurance vie. Donc ma proposition en matière d'économie, c'est évidemment de favoriser. Tu disais, il faut faire ça avec discernement, mais je note qu'il y a encore beaucoup trop d'épargne totalement improductive qui dort sur les livrets A et sur les comptes courants. Et donc ça, il faudrait quand même, ce serait beaucoup plus efficace pour notre économie que ça s'investisse dans l'assurance vie. Donc là, il y a des mesures à prendre, et je vous renvoie à ce qu'on propose sur notre site internet. Il y a une deuxième dimension économique que j'aimerais aborder peut-être pour conclure, qui est celle de l'emploi qualifié et des compétences et du capital humain. Dans tous les domaines. Alors là, on est plus sur la transition, mais je vois Cécile qui sourit. Il faut avoir conscience que dans le monde de demain, alors je crois que c'est Pôle emploi qui a dit que nos jeunes là, qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail, ils vont changer d'emploi en moyenne 14 fois dans leur vie professionnelle. Dans une carrière, d'accord. Voilà. Donc, voyez bien que les enjeux de formation et d'adaptation également des compétences de tous les collaborateurs qui font vivre notre pays, qui créent la croissance, pour moi, c'est un enjeu absolument colossal et qui est lié à tous les enjeux qu'on a débattus dans cette table ronde. Question d'emploi qualifié, d'emploi des jeunes, d'assurance vie, et évidemment, ce sont les sujets que l'on traite avec vous. Merci beaucoup de nous éclairer. Je voudrais juste terminer ce tour de table sur le souhait que vous pourriez avoir en la matière, en termes d'économie, et sur les sujets dont on vient de parler, notamment de transition environnementale. Qu'est-ce que vous aimeriez que les candidats retiennent, Cécilie Maisonneuve? Moi, j'aimerais qu'on sorte en France des grands débats d'idées. On a bien les grandes questions stratégiques.
et puis que cette campagne ressemble à un guide pour l'action. Parce qu'en réalité, on sait très bien ce qu'il faut faire dans les différents domaines. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, mais voilà, action, qu'est-ce qu'on fait dans la décennie qui vient? Alors un mandat, c'est 5 ans, mais bon, c'est pas interdit de se projeter au-delà. Voilà, du concret, un guide pour l'action. Bernard Sananès. Moi, je crois qu'on a un risque qui est malheureusement indépendant de la volonté des candidats et des candidates, c'est de passer à côté de cette campagne. Une campagne, c'est toujours un moment important. Les Français, ils ont un regard ambigu par rapport à la politique, je dirais, ils adorent la détester, mais ils savent que c'est très important. Évidemment. Voilà. Et donc, passer à côté des grands débats de la campagne, c'est un risque aussi d'inaction, parce que ce qui aujourd'hui n'est pas scellé dans un pacte présidentiel, qui correspondrait à des engagements validés par le suffrage, ne peut plus avoir lieu. Donc vraiment, malgré les circonstances que l'on connaît et qui sont dramatiques, que l'on puisse avoir ce débat. Jean-Hervé Lorenzi. Moi, je suis deux choses. Je crois que ce qui nous réunit tous, c'est, selon un très joli titre d'un livre ou d'un rapport, c'est l'urgence du long terme. Oui. C'est-à-dire se coller dans une perspective qui est autre chose que... Or, tout, c'est pas facile, hein, parce que les valorisations de tout qui sont faites au jour le jour, c'est un peu fluide. Et deuxième sujet, sur notre pays, pour notre pays, la prise en compte un peu plus approfondie des besoins de la jeunesse, qui est quand même un sujet majeur. Je suis ravi qu'on s'occupe de moi, c'est-à-dire les retraités, mais je trouve que je suis prêt à céder une partie de l'intérêt qu'on me porte et qu'on le consacre aux jeunes. Et quand vous parlez de jeunes, vous parlez de Florence Lussmann, qui a donc le mot de la fin sur les attentes de France Assureur. Alors, comme tout a été dit, moi, je voudrais finalement recentrer sur un sujet, puisqu'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir une femme pour nous éclairer sur ces sujets environnementaux. Moi, je voudrais vraiment lancer un appel à ce que les filles et les jeunes, et les jeunes filles en particulier, arrêtent de délaisser les études scientifiques, les options. On a beaucoup parlé des options au bac. Je crois que le monde de demain appartient aussi aux scientifiques. Nous avons besoin d'eux, nous avons besoin d'elles. Tu as cité des grandes dirigeantes qui sont sur des secteurs clés pour la construction du monde de demain et de l'environnement. Il faut que ce monde soit un monde à parité. Et il faut qu'on soit très attentif au fait que sur tous les sujets d'éducation, on ne perde pas ça de vue. Et merci de nous permettre de l'incarner ici, sur ce plateau. Tous ces sujets, vous les retrouvez sur le site franceassureur.fr. Et puis prenez le temps d'écouter les podcasts que chacun de nos décrypteurs a bien voulu enregistrer pour vous sur le long temps, parfois 1 heure d'échange, pour aller en profondeur sur ces sujets dont je ne doute pas qu'ils vous intéressent au quotidien, même au-delà de la campagne. On va se retrouver dans un autre programme que vous retrouvez aussi sur notre site internet pour parler là de protection sociale et de santé, parce qu'on sait que c'est un sujet qui tient à cœur à tout le monde. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt.